c'est peut-être la plus flagrante de toutes. Au final, Luis Enrique donne et part de suite, parce que sur celle d'avant, c'était pas toujours Luis Enrique qui lui donnait le ballon. Là, quand le joueur te donne le ballon et qu'il part de suite derrière, tu es déjà plus attiré naturellement pour lui remettre. L'espace, il est énorme. Vraiment, il y a 40 mètres pour réussir une passe en profondeur. Le premier défenseur, il est à quoi? Au moins 2 mètres de Garcia. Ah oui, il a largement le temps. Ne pas donner ce ballon-là, c'est catastrophique. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous les gars, bon dimanche à tous. Il nous a fallu une journée à mon compadres et moi-même pour nous remettre de cette défaite qui n'est pas une défaite mais qui en est une dans notre cœur de supporters marseillais et de suiveurs marseillais. Ça a été très très dur de se dire qu'on va devoir analyser tactiquement ce type de prestation-là, mais on sait, vous nous attendez de pied ferme et donc avec... mon ami de toujours El Gringo, on s'est dit qu'on allait quand même devoir remettre le pied à l'étrier et d'aller face à ce que l'on n'aime pas réellement, disséquer un match où finalement on en ressort ultra frustré. Comment il va mon ami El Gringo? Eh ben écoute, difficile, hein, difficile. Il nous a fallu du temps pour digérer ça. Mais oui, on va s'y apprêter, on va analyser ce match parce que après avoir revu le match, il y a quand même plus de choses positives que quand on l'a vu nous directement du stade. Donc, on va essayer de mettre certaines choses positives en avant, mais il y a quand même beaucoup de choses négatives aussi. C'est vrai que vu du stade, Naïm et moi, on a eu cette impression qui n'est pas la même quand on revoit le match. Et vous nous direz, vous les amis, en commentaire, si vous, vu de la télé, pour ceux qui n'étaient pas au stade, si vous aviez cette même impression. Moi, j'avais vraiment l'impression, et je le disais à Naïm, je dis, outre le fait qu'on ait fait des erreurs techniques incroyables, même pas dans des très petits périmètres, mais dans des espaces où normalement certains joueurs ne le font pas, ces erreurs-là, moi j'avais l'impression, vu du stade, que ça manquait extraordinairement de rythme, notamment dans le cœur du jeu, avec vraiment des phases où les choix sont, à contrario, Naïm, de ce que le jeu demande. C'est-à-dire, je peux prendre mon couloir, je ressors derrière, alors que j'ai l'espace. J'ai un joueur qui me fait l'appel, je ne lui donne pas pour repartir derrière. Comme si les consignes, comme si la théorie était comprise, mais la pratique n'était pas comprise. Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs, en regardant le match après, on se rend compte que l'entraîneur apparemment disjoncté parce que ça allait pas du tout dans le sens de ce qu'il voulait, ça allait pas assez vite, ça allait pas assez vite sur les côtés. Nous, c'est ce qu'on se disait du stade, c'est qu'après avoir fixé, il fallait aller plus rapidement sur les côtés. Donc, j'ai l'impression vraiment que ce que tu dis est vrai, c'est que ils ont pas encore assimilé tout simplement. Et ils n'arrivent pas à le mettre en pratique, en tout cas, ce qui est demandé. Et ce qui est certain, c'est qu'on a vu beaucoup de choses intéressantes en début de construction, mais il a toujours manqué quelque chose. Et c'est ce qu'on va montrer, là. Là, par exemple, on a Balerdi qui va réussir un très bon changement de jeu. Il va aller chercher long sur le côté sur Garcia. Et là, si on se fixe sur Luis Enrique, on voit qu'il a de l'avance sur son défenseur. Il va beaucoup plus vite que son défenseur. Il a de l'avance. Ulysse Garcia a beaucoup de temps pour donner un bon ballon. Et bien là, c'est exactement ce que tu disais. C'est ses problèmes de choix. En fait, il va choisir de repartir en arrière et d'annuler une potentielle action. Et c'est quelque chose qu'on aura retrouvé très souvent. On peut vraiment se poser la question, Naïm, parce que si tu veux, le système de Zerbi, il consiste bien souvent à aspirer l'adversaire, mais quand ce n'est pas le cas, on n'hésite pas non plus à chercher de longs ballons. C'est le cas de Balerdi, il a la qualité technique pour chercher et pour sauter le cœur du jeu. Mais est-ce que c'est un problème, là on prend Ulysse Garcia, Naïm, est-ce que c'est réellement un problème de joueur? Est-ce que c'est le joueur qui n'est pas en confiance, n'a pas la qualité technique, n'a pas de repères, n'arrive pas à assimiler le système? C'est quoi le problème parce qu'on l'a vu beaucoup de fois dans le match, on va le voir sur les vidéos, mais on l'a vu énormément de fois. Pour moi, c'est pas un problème technique parce que la place qu'avait Ulysse Garcia sur cette action, n'importe quel joueur doit être capable de la réussir. Regarde la distance entre le premier défenseur et Garcia, et regarde l'espace qu'il y a pour faire une ouverture. Je veux dire, surtout, Naïm, je te coupe juste là, c'est que si la passe
c'est la spécialité de Quentin Merlin, celle-là, de la faire à chaque fois Luis Enrique. Mais si cette passe-là arrive, on voit déjà à l'image arrêtée, il y a la course de Mopé, ça c'était au début du match, et 2, la course de Greenwood. C'est-à-dire que l'objectif, c'est débordement. On voit bien Greenwood là, et derrière, ça doit finir de très loin. Tu vois bien Greenwood. Déjà à partir de très loin. Et ça veut dire que, regarde, si tu remarques bien aussi, la passe de Balerdi élimine 6 joueurs d'Angers. Exactement. Et en fait, c'est là où pour moi, c'est pas une question technique parce que à ce niveau-là, un joueur de ce niveau-là, il doit réussir cette passe-là. Il n'y a rien de difficile. Ce qui rend les choses difficiles dans le football, c'est le temps en fait que tu as pour réaliser une action. Oui. C'est ça que plus tu montes en niveau, ou plus ça devient difficile. Mais là, il a aucune pression. Il a aucune la fameuse phrase d'Aimé Jacquet, moi je l'adore celle-là. C'est la fameuse phrase d'Aimé Jacquet, que le potentiel technique ne s'exprime que dans une certaine vitesse. Et il y a des joueurs, quand tu leur mets la pression, c'est là où ils perdent le ballon. Exactement. Mais cette passe-là, il doit être capable de la réussir. Et moi, je pense que c'est plutôt ce que s'expliquait De Zerbi quand il parle de courage dans les choix. Il en parlait après les premières journées. Et là, c'est exactement ça. C'est qu'il n'ose pas faire une passe qui risque de rater. Mais s'il ne tente pas cette passe-là, il n'en tente aucune. Vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on aura revu énormément. Exactement. Et exactement, c'est vraiment. Et des mauvais choix, on en a vu beaucoup. Donc là, Balerdi a trouvé Luis Enrique. Pareil dans le cœur du jeu. Donc encore une fois, c'est qu'on y arrive à faire les premières choses que demande De Zerbi malgré la densité. Luis Enrique, il est bien trouvé. Et avec sa qualité de course, de vitesse, il va faire une très belle percée. Il va arriver à un moment donné qu'on va fixer, où il peut donner le ballon à Greenwood ici. On le voit. Là, il a l'espace pour donner un bon ballon où Greenwood serait en 1 contre 1, alors que Greenwood a été en 1 contre 2 quasiment tout le match. Et ben, il va trop tarder. Il va la mettre au mauvais moment et on va perdre le ballon. Voilà, tout ça, c'est une question de choix. Là, on le revoit avec Højbjerg. Il doit aller vers l'avant. Là, il a le temps. Il n'a personne autour de lui. Il va faire une passe en retrait à Kondogbia qui n'apporte rien, alors qu'il pouvait aller largement de l'avant. Il n'y avait aucune pression. Tu vois, tous ces choix, tous ces mauvais choix, c'est ça pour moi qui fait vraiment le problème de ce match-là. Là, on voit Greenwood parfaitement dans le cœur du jeu, encore une fois. Pourquoi j'insiste là-dessus, en fait? C'est parce que le système de jeu a beaucoup été critiqué en disant voilà, c'est trop prévisible, ils nous attendent dans l'axe et il n'y aura pas de solution dans l'axe. Mais toutes ces images-là, elles te montrent que non, on y arrive à trouver un joueur dans l'axe. Regarde Greenwood où il est touché. Il est touché plein axe et s'il se retourne, il a une bonne orientation du jeu comme je l'ai montré, là, on va avoir des joueurs qui vont être lancés face à un bloc qui commence à être difficile, qui va avoir du mal à se situer, mais il va rater son contrôle. Donc là, et là, tu ne peux pas parler de problème technique avec un joueur comme Greenwood. C'est peut-être le joueur le plus technique du championnat. Donc tu ne peux pas te dire qu'il n'a pas les capacités pour le faire. Je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire aussi, vu que les passes sont toujours trouvées dans des espaces quand même très réduits, aucun joueur ne peut se permettre de ne pas être sur un match en bonne forme technique. Quand je dis en bonne forme technique, ça nous est tous arrivé de commencer un match et de rater un amorti, de rater une prise de balle, de rater une passe. Et on a l'impression, moi, j'ai l'impression que si un joueur offensif n'est pas au top de sa forme, on parle de Greenwood, mais Luis Enrique, ça a été pareil, il a été catastrophique, c'est-à-dire que le bel été de Luis Enrique commence à petit à petit, je ne vais pas dire à disparaître, mais ce qui est un peu logique parfois aussi, Naïm, c'est que les jeunes joueurs, ils n'arrivent pas à enchaîner des bonnes performances. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un Jonathan Rowe qui, lui, par contre, ne réfléchit pas. C'est-à-dire que nous, tout le match, on dit, mais arrête de revenir dans l'axe, Luis Enrique, vas-y, va provoquer 1 contre 1. En plus, quand il le fait, il passe, parce qu'il va tellement vite, et il a tellement une puissance qu'il a une bonne conduite de balle en plus. Donc c'est ce côté-là dont je te parle de la frustration, parce que finalement, Naïm, quand on regarde, je te mets juste ça à l'écran, après on restera sur la vidéo, mais quand on regarde sur le match les occasions, les expected goals, etc., je te le mets ici, finalement, on ne se crée pas de grandes occasions. Alors on a une possession, certes, ça me rappelle, franchement, ça m'a rappelé un peu Sampaoli. Tu sais, après le match de Lens, au début, on attaquait tout feu, tout flamme. Et à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a, Sampaoli ? Il veut que de la possession, il veut mettre que des milieux de terrain. Et finalement, Sampaoli, il veut plus. T'en souviens, on disait, il veut plus prendre des risques.
Ouais, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de verticalité qu'avec Sampaoli dans la première passe, justement. Cette passe-là, on n'arrivait pas du tout à la faire avec Sampaoli. On tournait vraiment, on était improductif. Là, oui, est-ce que tu peux te permettre d'être moins bon techniquement dans ce système? Non, mais j'ai envie de te dire, quand tu joues à l'OM, tu peux pas de toute façon, parce que tous les matchs, tu sais que l'adversaire va donner 120% de ses capacités, qui vont se battre sur chaque ballon. On a encore vu qu'Angers, comme on avait pu le voir par le passé, je me souviens d'un match contre Metz, où ils finissent tous avec des crampes à la fin, et ça tu le vois pas sur les autres matchs d'Angers. Donc, oui, ce système est peut-être un peu plus exigeant que les autres techniquement, mais de toute façon, à l'OM, c'est comme ça. Tous les matchs sont plus difficiles que dans les autres clubs. C'est pour ça que c'est aussi difficile à Marseille, de toute façon. C'est parce que chaque équipe joue le match de sa vie. Donc oui, tu as raison, mais pour ce qu'on a montré jusqu'à présent, il n'y avait rien d'irréalisable. Les passes que doit faire Garcia, elles sont faciles. Le fait qu'Højbjerg, qui est un joueur très intelligent, qui a une excellente vision de jeu, s'oriente vers l'avant sur ce ballon-là, il doit être capable de le faire. Et Greenwood, qui a des qualités techniques largement au-dessus de la moyenne, doit réussir ce contrôle-là. Surtout qu'il n'y a pas trop de densité autour de lui au moment où il reçoit le ballon. Donc, oui, ça demande quand même certaines qualités techniques, ça demande une bonne vision du jeu, mais de ce qu'on montre pour l'instant, il n'y avait rien d'irréalisable. Pour moi, c'est vraiment là les joueurs qui sont passés à côté. Ouais. Plus que le schéma qui de toute façon, on sait ça va être compliqué. Toutes les équipes vont nous attendre. Toutes les équipes vont essayer de ne pas se faire aspirer. Toutes les équipes vont fermer l'axe. Mais malgré tout, là, ce qu'on tente de démontrer, c'est qu'on arrive à faire peut-être la passe la plus difficile, quelque part. La première que tu trouves dans le cœur du jeu, dans la densité. Et c'est dommage de ne pas avoir réussi à en profiter derrière. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, ça veut dire que je ne vais pas dire que l'effectif est trop léger, parce que ce n'est pas le cas, mais qu'un seul joueur, depuis que Quentin Merlin n'est plus sur le terrain, tu sens réellement qu'il y a un changement complet dans notre style de jeu. C'est-à-dire que Luis Enrique s'est éteint depuis qu'il n'a plus Merlin derrière lui. C'est clair, net et précis. Finalement, de l'autre côté, on n'a pas cependant de Merlin, parce que Murillo, qui, mine de rien, a fait un match correct, qui a fait un match convenable, mais même si lui aussi il a eu du déchet dans la dernière passe, on manque réellement de qualité, de pied dans les zones décisives en fait, sur ce dernier match. C'est une vraie qualité de pied, parce que la seule fois où on a réussi à s'entraîner, il y a eu un but. Oui, qualité de pied, mais et qualité de décision et courage dans les décisions. Ce mot courage qu'il utilise de Zerbi, il est vraiment adapté au problème qu'on a actuellement. C'est qu'il y a des actions où il faut oser. Il faut oser donner ce ballon-là et on va le voir dans la suite de la vidéo. Il y en a encore eu d'autres que Garcia aurait pu donner. Bon, c'est pas question de s'acharner sur Luis Garcia, qui est un joueur qui est juste un remplaçant, qui est censé jouer que quelques matchs dans l'année. J'étais censé jouer quand même. Oui, c'est sûr. Mais n'empêche que il est là maintenant, il est titulaire à ce match-là. Ces passes-là, il doit les tenter. Elles ne sont pas difficiles. Elles ne sont pas difficiles. C'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Quentin Merlin, il réussit des passes difficiles par moment, dans des petits périmètres où il y a très peu d'espace, où il faut donner le ballon parfait. Là, il est largement au-dessus de la moyenne dans ce rôle-là. Mais là, ce qu'on a montré jusqu'à présent de Garcia, c'est des passes que n'importe quel latéral de Ligue 1 doit être capable de faire. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et en fait, ça s'est prolongé vraiment tout le match, ce genre de mauvaises décisions. Et c'est ce qui a rendu vraiment les choses compliquées. Là, on a eu un bon enchaînement avec Carboni qui 2-3 fois a réussi à jouer un bon ballon vers l'avant ou des bonnes remises. Et là, on voit que Greenwood doit s'orienter plutôt vers la gauche plutôt que d'aller dans la densité, ce qu'il a fait. Puisque s'il était resté de l'autre côté, on voit que Luis Enrique a amené de la solution, de la supériorité. Et vraiment, ça a été tout le match-là. Là, pareil, c'est une action très intéressante parce qu'on trouve encore une fois Luis Enrique là où il y a un peu de densité dans l'axe. Et il a une passe assez facile parce que le premier défenseur, tu vois qu'il est quand même un bon mètre de lui. Il y a Greenwood avec aucun adversaire dans l'intervalle de passe. Et il va rater cette passe-là qui pouvait accélérer le jeu et qui va finir au gardien. C'est tout ça, si tu regardes, Bilal, on est dans le premier quart d'heure. Et là, pareil, on a Carboni. Donc, il a eu un match difficile pour sa première Carboni, mais il y a 3-4 fois, il a réussi ça. Voilà. Une passe en une touche. C'est un accélérateur de jeu s'il est bien touché. Exactement. Alors que tu vois que là, pour le coup, il est collé par le défenseur. Il est plus que collé, presque tu le vois pas, le joueur d'Angers, tellement il il est sur faut lui. préciser même, Naïm, que pour les gens qui s'imaginent toujours un joueur qui veut aller dans le contre-1, qui veut dribbler, qui veut éliminer,
Je me souviens à l'arrivée de Lucho González et tout le monde avait cette frustration en se disant mais attends, le mec il va tellement doucement que jamais de la vie il pourra réussir en Ligue 1. En fait, c'est des accélérateurs de passe dont le collectif, dont ce sont des joueurs qui subliment un collectif. Là aujourd'hui, le collectif quand il est défaillant, parce que collectivement c'était défaillant, des joueurs comme lui malheureusement tu les vois même plus apparaître, sachant qu'il n'a joué que 15 minutes finalement à son poste. Hein. Ouais, et puis cette passe-là, c'est exactement ce qu'on attend de lui. Bien sûr. Il est dos à la cage, collé par un défenseur, en plein dans la densité, et il réussit en une touche à trouver un joueur libre qui va se retrouver dans le sens du jeu. Et sauf que Luis Enrique, il va rater sa prise de balle. Là, j'ai fait un zoom dessus, il la prend trop en arrière, et du coup, il n'arrive pas à se l'emmener, il donne un mauvais ballon à Greenwood qui est intercepté. Là, encore une fois, 17e minute, encore une fois, on est dans le premier quart d'heure. Tout ça, c'est des actions qui auraient pu être des balles de but. Là, il a un poil moins de temps, Garcia, mais il doit être capable quand même de s'orienter rapidement et de lancer, Luis Enrique, qui, encore une fois, est parti vite, donc a déjà un peu d'avance sur son défenseur et va beaucoup plus vite que son défenseur. Donc ça, c'est des ballons. Et comme tu l'as bien précisé tout à l'heure, regarde les 3 Marseillais qui sont prêts à plonger dans la surface. Ouais, Là, mais tu vois, même si on n'a pas zoomé, mais l'orientation du corps dans la réception de la passe, jamais il peut la mettre Luis Enrique. Ou alors il a le pied droit, tu vois. Mais parce qu'il part déjà dans l'idée de se sécuriser au maximum, de ne pas prendre de risques. Parce que là, il peut totalement se l'orienter sur son pied gauche et lancer de suite. Il a la place. Le défenseur est très très loin de lui. Ouais, bien Voilà, sûr. un peu plus près que sur les autres actions, mais quand même avec assez de place pour le faire. Parce que de toute façon, si tu veux déstabiliser un bloc bas, il faut à un moment donné tenter des choses un poil plus difficiles. Et encore une fois, c'est une occasion qui est même tuée dans l'œuf. il faut aller. En fait, la réalité, c'est qu'il faut penser plus vite. Ils pensent trop Exactement. doucement, les joueurs. Ils sont pas assez rapides dans la prise de décision. Et alors, tu as raison, mais n'empêche que, encore une fois, même comme ça, il y avait de la place. Là, regarde Greenwood, plein cœur du jeu, on va encore le trouver sur une place de 20 mètres. C'est pas facile. Et il va totalement rater son contrôle. Il y avait pas de densité autour de lui. Tout ça, c'est de la première mi-temps. Et donc, on va encore montrer une ou deux, mais bon, le propos, je crois qu'il est assez explicite. Là, c'est peut-être la plus flagrante de toutes. Au final, Luis Enrique donne et part de suite, parce que sur celle d'avant, c'était pas toujours Luis Enrique qui lui donnait le ballon. Là, quand le joueur te donne le ballon et qu'il part de suite derrière, tu es déjà plus attiré naturellement pour lui remettre. L'espace, il est énorme. Vraiment, il y a 40 mètres pour réussir une passe en profondeur. Le premier défenseur, il est à quoi? Au moins 2 mètres de Garcia. Ah oui, il a largement le temps. Ne pas donner ce ballon-là, c'est catastrophique. Vraiment, et tu vas voir la réaction de Luis Enrique. On a zoomé dessus. Comment tu me l'avais pas là? Et donc voilà, à contrario, il y a eu très peu de situations où on a réussi à faire ça, où on a osé. Là, tu vois qu'il y a une énorme densité de joueurs d'Angers. Et malgré tout, Højbjerg va réussir la passe qu'il faut, parfaite dans l'intervalle pour Ulysse Garcia, qui lui va réussir un très bon centre. Et quand il y a des jours où ça ne veut pas, malheureusement, après avoir pris le ballon de la tête, il va le toucher de la main. Donc voilà, c'est trop de mauvais choix, trop peu de prise d'initiative dans des moments importants. Ça met en avant 2 choses. Un, il y a des joueurs qui manquent trop de confiance ou trop de qualité pour pouvoir mettre en place ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est plus de la confiance et de la vision du jeu que de la qualité, parce que comme je l'ai précisé plusieurs fois, à ce niveau-là, ce n'est pas des passes qui sont difficiles à réaliser. Et de deux, ça te montre quand même, malgré tout, que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est normal. Il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé encore une seule fois depuis le début de cette vidéo. C'est le 6e match, si je ne dis pas de bêtises, de De Zerbi. Donc, nouvel entraîneur, les 3/4 des joueurs ont changé. Il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler. C'est un entraîneur qui a des principes très arrêtés, très, très particuliers. Donc c'est juste normal, en fait. Ce qui nous arrive maintenant, ce qui n'était pas normal, je pense, c'est d'avoir pris autant de points sur les premières journées. Et tant mieux pour nous. Mais tu as posé la question, est-ce qu'il faut du temps? Oui, bien sûr qu'il faut du temps. Je crois que les premières victoires, elles ont un peu trop gonflé les têtes, et que ce soit des journalistes ou des supporters, et qu'on a oublié d'où on venait et le chemin qu'on avait à parcourir. Non, nous, Naïm, si on reprend l'ensemble de nos avant-matchs, de nos après-matchs, nous, le premier, même là, contre Angers, moi je t'avais dit victoire de l'OM 2-1, tu vois, contre Angers.
parce que je sais que quand on démarre le match, de ce qu'on a vu depuis le début de saison, contrairement avec Tudor, je prends toujours l'exemple de Tudor parce que c'est peut-être l'entraîneur, moi, qui m'a le plus impressionné en un temps très, très court avec Bielsa. On va dire que c'est les deux entraîneurs qui, en un temps très court, ont réussi à mettre en place leur système avec des nouveaux joueurs et ça a matché rapidement. Contrairement à lui où on voyait un rouleau compresseur avec... ça aussi, on n'en a pas parlé plus que ça, Naïm. Mais, et je peux le comprendre parce que sur les stats, on a 76% de possession de balle. Mais à la perte de balle, on ne voit pas vraiment. On l'avait vu dans les matchs amicaux, hein, quand on perdait le ballon, en moins de 4 ou 5 secondes, on voulait récupérer le ballon. Je trouve que ça se fait moins maintenant sur les matchs, sur les derniers matchs qu'on a pu faire contre Strasbourg ou contre Angers. Mais ça va demander, comme tu dis, énormément de temps pour moi, parce qu'il a un système atypique. Et je te montre juste une stat, Naïm, parce que en fait, elle m'a surprise, pas plus que ça. Mais en fait, si tu regardes là-dessus, c'est-à-dire que la flèche la plus longue, donc l'OM, cœur du jeu. C'est-à-dire que pourcentage, 46% du jeu de l'OM passe par le centre, par le cœur du jeu. Et c'est vrai que quand 100% de ton système, il est lié vraiment au cœur du jeu, il faut avoir des top joueurs. Il faut avoir des top joueurs, des joueurs intéressants, des joueurs intelligents. Par contre, il y a un point, Naïm, et je pense que tu as fait il faut cibler, tu as raison. On a joué 6 matchs. On a pris déjà 3 cartons rouges en 6 matchs. C'est surtout qu'on en a pris 3 sur les 4 derniers matchs. 3 sur 4, et chaque fois, c'est 2 jaunes. Ce n'est pas des agressions, ce n'est pas des attentats. Et surtout, Balerdi, Lyon et Mopé contre Angers, c'est les mêmes cartons. C'est la même chose. C'est-à-dire 2 cartons jaunes, ou le deuxième jaune, mon pote, quand tu le mets, il faut être sûr. Mais là, le premier, montre-nous un peu à l'image, parce qu'on a fait un petit point arbitrage. C'est pas le but de dire que c'est à cause de l'arbitre que l'OM n'a pas gagné. Attention, on le précise avec Naïm, c'est pas du tout le cas. Mais ça commence à faire vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment l'entraîneur peut... J'espère pour lui qu'il fait que des 10 contre 10 à l'entraînement ou des 10 contre 11, parce qu'il ne finit plus un match à 11. C'est vraiment, il faut quand même appuyer là-dessus. Comme tu l'as dit, on ne va pas du tout se cacher quelque part derrière ça. On devait quand même battre Angers à 10 contre 10. Ça, c'est la certitude. Maintenant, on voit que cet arbitre avait très bien commencé son match avec une belle interception sur Højbjerg, bien placé, le pied en opposition. Donc, ça allait annoncer la suite de son match. Mais pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a quand même des décisions qui sont juste hallucinantes. Là, on tenait quand même à rappeler une chose, c'est que sur le tacle du défenseur d'Angers, qu'on va voir là, voilà, sur ce tacle-là, on rappelle qu'il lui a mis juste un jaune. C'est-à-dire que si on est en Coupe de France, qu'il n'y a pas de VAR, le joueur n'est pas exclu pour ce tacle-là. Alors que ça fait 3 matchs qu'on se prend des cartons rouges pour des actions anodines. C'est comment expliquer qu'on prenne un carton jaune sur cette action-là de Mopé. Il a à peine effleuré le gardien. Alors, tu m'avais dit, Bilal, l'arbitre lui a dit, en gros, il empêche de jouer vite, donc il lui met un jaune. Mais attendez, c'est une blague. Le gardien, c'est le gardien qui a gagné le plus de temps au Vélodrome que j'ai jamais vu. Il est resté par terre à la 12e minute de jeu quand même. C'est une folie. Donc là, il nous explique en gros, donc il lui met un jaune parce qu'il a empêché de jouer rapidement. Ah mais faut arrêter. Et en fait, moi, franchement, je soutiens 100% Benassia sur son intervention. Voilà, on peut dire on n'est pas d'accord avec la forme, mais pour moi, il a eu raison. Mais pourquoi je voulais parler de l'arbitrage là? Parce que ça nous donne quand même à une certaine réalité, c'est que on peut se plaindre autant qu'on veut. À la fin, c'est eux qui décident. Et s'ils ont décidé vraiment de nous tuer, ils le feront. Et ça fait, voilà, je pense pas qu'il y ait un plan anti-OM. Tu vois que vraiment à la Ligue on dit voilà, il faut qu'on conquer l'OM. Mais je pense que les arbitres sont juste mauvais, qu'ils ont un ego surdimensionné et que voilà, maintenant ils vont faire en sorte de nous montrer que les patrons eux. Et c'est ce qui s'est passé sur ce terrain-là, parce que il faut rappeler quand même que quand tu mets un rouge, ça doit être vraiment clair, net et précis. Tu peux pas mettre un rouge si un des deux jaunes est vraiment trop limite aussi rapidement. Je veux dire, en 3 minutes. Tu viens de mettre un premier jaune pour une action anodine. Moi, Naïm, je comprends mieux. Tu vois, au rugby, on parle d'une suspension temporaire. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, dans le foot moderne, le deuxième jaune, quand tu le mets, mec,
c'est que tu vas changer le match. Tu changes le cours du match. Exactement. Donc, pour la logique, si tu me demandes de changer une règle dans le ballon, la suspension temporaire comme au rugby, pour moi, sur un deuxième jaune, sur ce type de faute-là, elle apparaît d'une logique implacable. Tu mets un deuxième jaune, ok, le mec, pendant 20 minutes, il est plus sur le terrain. Et il revient. Par contre, s'il reprend après un carton, là, c'est expulsion définitive. Mais tu peux pas t'amuser à changer des cours de match. En plus, attends, 15e minute de jeu. Ou non, c'est 30e minute de jeu. C'est 2 cartons jaunes en 3 minutes, chrono. C'est-à-dire que faut se mettre un peu à la place des joueurs. Déjà, il prend un premier jaune, il regarde l'arbitre, il dit mais t'as pété un câble ou quoi? Je l'ai même pas touché le joueur. Et en plus, il y a pire, Naïm, c'est que 1, il l'a pas touché. 2, le gardien est resté une demi-heure par terre comme quoi il lui avait fait mal. Et je crois que c'est ça le pire, c'est qu'il ne l'a pas touché. Il reste, tu te souviens de cette action? Il reste 5 minutes. Il lui avait effleuré le bras et on aurait dit qu'il lui avait mis un coup de coude dans la tête. Mais tu vois, même sans parler d'exclusion temporaire, je vais te donner des exemples de 2 matchs que j'ai regardés. J'ai regardé Newcastle-Manchester City. Dans la première minute, il y a 2 très grosses fautes d'engagement. Et c'était juste après le match Wembley en plus. Et l'arbitre n'a pas mis de carton. Il n'a mis pas de carton parce que, voilà, gros match, intensité, on sait que ça va rentrer dans les duels. Dans les cartons, il y a une temporalité dans les cartons. Exactement, il n'a pas mis le match. Pourtant, il n'a pas perdu le fil du match. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de soucis. Il y a juste eu un match avec beaucoup d'intensité. Et l'autre match que j'ai vu, c'est Lille contre le Real de Madrid. Lille, les 2 premiers impacts, les joueurs de Lille sont tombés. L'arbitre, il leur a dit relève-toi. Relève-toi. Et après, en plus, ça leur a servi parce que finalement, c'est eux qui ont mis plus d'agressivité que le Real et ils ont gagné le match comme ça. Mais la différence d'arbitrage, elle est juste hallucinante. Et les arbitres sont en train de tuer vraiment la Ligue 1. C'est-à-dire que, mais même des fois pour nous, hein, je te l'ai dit à un moment donné pendant le match, il siffle une faute alors que nous, on récupère le ballon et qu'on peut continuer à jouer. Voilà, il stoppe le match pour nous siffler une faute alors que ça n'a aucun sens. On avait encore le ballon. Voilà, il y a une remise en question à voir qu'ils n'auront pas. Parce qu'encore une fois, quand on regarde les attitudes, il a mis un carton jaune à Balerdi qui se plaignait du carton rouge de Mopé. Balerdi qui est capitaine, qui est donc le seul joueur qui est habilité à aller parler à l'arbitre. Il a quand même pris un carton jaune pour avoir discuté avec lui. Ça voulait dire ça. C'est-à-dire que Balerdi prend un jaune, un tirage de maillot, un contact, un retard, c'était un rouge. Exactement, tu joues. Bon, ils n'ont pas eu trop d'occasions, mais il aurait pu jouer tout le match avec cette épée de Damoclès là. Donc, il faudrait que ça change, mais pour moi, ça ne changera pas. C'est pour ça qu'on a fait ce point sur l'arbitrage, c'est pour dire, voilà, il y a trop d'ego. Ils n'ont vraiment pas du tout la bonne mentalité dans la communication, dans leur attitude. Ils veulent juste montrer que c'est eux les patrons. Il va falloir que malheureusement, on s'adapte à ça. Mais, je le répète, on a pris 3 cartons rouges en 4 matchs. Il n'y en a aucun des 4 qui a été justifié. Aucun. Ouais, et ça bon, pour conclure sur ce match-là, il y a beaucoup d'erreurs de joueurs, d'arbitres, d'entraîneurs aussi. On ne va pas tirer de conclusion, Naïm. J'ai mis en gros derrière moi, vous voyez, marqué du temps, parce qu'on le savait qu'il fallait avoir du temps. C'est-à-dire qu'on est parti normalement sur un cycle long. J'ai déjà vu les micro-trottoirs réalisés par des confrères où on entend les réactions des supporters. Encore une fois, c'est des supporters sous émotion. Donc, quand tu sors du stade, même nous, la déception est tellement immense qu'il te reste en tête que les derniers éléments que tu as vus, des choses ratées. Quand je vois, ce moment, tu m'as dit arrête de faire un focus sur Brassier, parce qu'en fait, quand je le vois rentrer dans cette position-là, je te dis attends, mais en fait, on ne veut pas aller gagner le match. Mais tu m'as dit quelque chose de très vrai. Tu m'as dit ouais, mais peut-être que 2 arbitres sentaient qu'ils pouvaient perdre le match, parce qu'ils ont eu 2 ou 3 opportunités dans le dos, et il a mis Kondogbia en tant que dernier défenseur. Et on aurait pu penser qu'on aurait pu, limite, on s'en sort bien parce qu'ils ont une grosse occasion à la fin aussi. Hein. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'un attaquant en plus pour gagner ce match-là, normalement. Tu vois, donc, c'est pas choquant de mettre Brassier non plus. Les joueurs qui étaient sur le terrain, ils devaient être suffisants pour gagner ce match-là. Oui, après, la réalité, Naïm, c'est qu'on est, entre guillemets, à notre place. On aurait aimé gagner ce match-là, bien évidemment. Je pense que tous les deux, on s'était dit... On devrait gagner ce match-là, mais on va dire qu'il nous reste, il y a Montpellier qui arrive, Naïm, il y a qui encore qui arrive derrière nous, il y a Paris Saint-Germain au Vélodrome. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on est redescendu, c'est pas 10 pieds sur terre, mais 100 pieds sur terre, en disant, ok, notre équipe, il y a des choses intéressantes, il y a des choses par contre compliquées. Et je pense que l'entraîneur là, pendant la trêve internationale, j'espère pour lui qu'il ne va pas avoir de grosses blessures. Parce que si on réfléchit, Naïm, qui c'est qui part là en sélection? Quasiment
Ouais, quasiment la il y moitié a les d'équipe. Argentins qui passent, il y a Cornelius, mais bon, il y a Højbjerg. Alors, Heuberg qui part, Mais il y a Murillo qui part en mais sélection. tu récupéreras peut-être Merlin à la reprise. Greenwood ne part pas. Mopé ne part pas. Wai ne part pas. Rabiot ne part pas. Ouais, Donc, ça c'est une bonne nouvelle que Rabiot part pas. tu as des joueurs qui restent quand même. Non, mais tu as raison. Quand tu dis on est à notre place, moi, je répète la même chose depuis le début. Quand on me parle de titres, etc., Monaco et Paris ont de l'avance sur nous. Ils ont au moins une aussi bonne équipe que nous et ils ont en plus le vécu. Donc, il y a trop d'écart. Notre objectif ne doit pas changer depuis le début de l'année. C'est la 3e place et ça ne sera pas facile parce que Lille a de l'avance sur nous, Lens a de l'avance sur nous en termes de vécu, mais potentiellement, on a peut-être une meilleure équipe qu'eux individuellement. Donc voilà, c'est là que ça se jouera. Tous les matchs vont être difficiles, ça c'est une certitude, mais peut-être que contre des équipes comme ça, contre Lens, contre Lille, où le jeu sera un peu plus ouvert, on pourra montrer peut-être beaucoup plus de choses aussi. Donc les confrontations directes vont être très importantes. Espérant que j'avais titré Strasbourg a montré la voie. C'était ça que j'avais marqué après le match de Strasbourg, parce que j'avais cette sensation-là que l'OM avait été contrôlé dans le jeu. J'avais cette sensation-là que les joueurs n'avaient pas le droit de ne pas être en forme, et de ne pas être aussi en rythme, parce que sinon on se faisait punir. Et je pense que les petites équipes regardent les matchs de Strasbourg, regardent les matchs d'Angers, ils se disent « Ok, voilà, on va dupliquer cette philosophie en espérant que les joueurs ne soient pas aussi au top de leur forme. » Maintenant, on va jouer à Montpellier à la reprise. Ça va être un match compliqué, même Comme si tous les matchs. comme tous les matchs avec l'OM. On n'a pas de certitude, mais on espère, Naïm, réellement qu'on va réengranger on va dire une phase positive, parce que le match au Vélodrome face à Paris, il s'annonce très, très, très dangereux. Oui, c'est sûr. Après, si Paris nous bat, voilà, même si ça fait mal à entendre, la réalité, c'est que c'est normal. Et ils ont beaucoup trop d'avance sur nous à l'heure actuelle. Comme tu l'as dit, on est sur un projet un peu plus long. Ce qu'il faut absolument, c'est prendre des points à Montpellier pour la confiance. Et je ne doute pas il suffit qu'il n'y ait que quelques joueurs qui reviennent à leur niveau et ça ira. Comme tu as dit, il y a eu des grosses baisses de régime de quasiment tout le monde. Mais on voit déjà que l'apport de Balerdi, dès qu'il est revenu, on va voir Merlin qui va encore nous changer totalement l'équipe quand il va revenir, plus Rabiot quand il va s'intégrer. Donc, il y a quand même de quoi être optimiste pour la suite. Ah ben écoute, merci, encore merci à toi. Ça a été très, très dur de la préparer, celle-là. Pour pas vous le cacher, j'ai pas voulu revoir le match parce que je suis trop impacté émotionnellement. Je vous avais fait un tweet, j'avais dit de 1 à 10 comment vous êtes impacté par l'OM dans votre vie de tous les jours. Ouais, j'ai eu du 13, du 14, du 100, du 1000, mais la réalité c'est que quand on va au Vélodrome, en plus, quand tu es au Vélodrome, c'est dur quand tu vis un match comme ça, là, quand on sort du stade, on se dit oh putain. Alors autant avant on éteint tout et on va se coucher et on ne veut plus regarder de foot, autant maintenant on a cette obligation envers vous de devoir vous expliquer pourquoi on a vécu une souffrance pareille. Je suis à 2 doigts d'éteindre mon téléphone pendant 48 heures pour plus parler de ce match-là. Bon. C'est Greg qui avait raison, là, de toute façon. Greg, il a eu tout juste. Hein. Il disait on a tous critiqué Hérault quand il a dit que les Marseillais ils n'arrivaient pas à bosser le lundi quand l'OM avait perdu. Il avait totalement raison. Il a totalement raison. Ah bon, il va y avoir la trêve internationale. On va essayer de faire quelque chose avec Naïm. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais on va quand même essayer de le tenter de le faire. Dites-nous en commentaire. Déjà, j'aimerais bien savoir qui arrive à aller jusqu'au bout de cette vidéo, parce que le OM Angers, devoir regarder quelque chose d'après-match, il y a vraiment que les aficionados qui vont rester jusqu'au bout de cette vidéo-là. Donc, en commentaire, dites-nous. Même moi, je ne me la regarderai pas jusqu'au bout, ma vidéo. Même moi, je ne la regarderai pas jusqu'au bout, les gars. Je peux vous comprendre, les amis. Mais on va faire un après-match, probablement, du match Maroc-Centrafrique. Donc, entre Azine Ounahi et Geoffrey Kondogbia. Donc, on va essayer de vous proposer ce format-là pendant... La CAN, elle arrive dans 1 an et c'est quelque chose qui nous passionne, Naïm et moi. Je pense qu'on ira probablement aussi au Maroc. Donc, pendant ces trêves internationales-là, vu que finalement, il n'y a plus trop de joueurs de l'OM en Afrique maintenant, il nous en reste quelques-uns, on essaiera de vous proposer soit de l'avant-match, soit de l'après-match, mais probablement de l'après-match, parce que je trouve que c'est encore plus intéressant d'analyser le jeu. Donc, dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali,
du Congo aussi. Et je pense que vous êtes beaucoup. Dites-nous en commentaire, vous êtes supporter de quel pays? Tiens, ça m'intéresse de savoir. Supporter de Congo à l'OM. Je pense que le Congo risque de boycotter l'OM. Mais en tout cas, dites-nous en commentaire, les gars, vous êtes supporter de quel pays africain et si ça vous intéresse qu'on vous fasse quelque chose sur votre équipe nationale. Parce que, autant Naïm, je pense qu'il y a de la folie dans l'OM, mais je pense que les sélections africaines, je ne sais pas si c'est pas encore un cran supérieur, surtout pour ceux qui sont au pays. Ah, c'est possible, c'est fort probable. Et c'est pour ça qu'il y a autant de supporters de l'OM en Afrique aussi. On s'y reconnaît dans cette folie. Ouais, totalement. Totalement. Bon, en tout cas, merci à tous, les gars. Bon, je ne vous rappelle pas de partager, liker, etc. Vous le faites déjà. Mais encore merci à tous et on se dit à très bientôt. Bonne journée à tous et bon week-end.